tout au bout, un fidèle évidemment, un pilier de France Supply Chain avec nous, c'est Loïc Lassagne, en charge des RH de la Supply Chain chez Groupe Renault. À ses côtés, Raphaël Desindes qui est avec nous, International Supply Chain Directeur chez Guerlain, à la tête d'une équipe de 70 personnes, des jeunes ingés, des jeunes agents de maîtrise. Elle va nous raconter ce qu'elle fait chez Guerlain. À ses côtés, il y a François Pégnès, vice-président Supply Chain Opération chez Renault jusqu'en 2023. Et depuis, auteur à succès, mesdames, messieurs, si vous cherchez une idée de cadeau pour Noël, eh bien, vous allez acheter obligatoirement Compagnie comprendre et développer le capital humain des grandes entreprises industrielles. Ça va plaire à vos petits-neveux, à vos cousins, à vos frères, nécessairement. Profitez-en. Avec nous, Yannick Buisson qui est avec nous. Yannick Buisson qui est logisticien, directeur expérience client et développement durable chez FM Logistique. Doit-on présenter FM Logistique, le grand acteur de l'Est de la France? Alors, on parle de l'humain. On va parler des talents. Tiens, il faudra nous expliquer aussi ce que c'est qu'un talent aussi, jusqu'où ça va. C'est quoi aujourd'hui les besoins les plus pressants en termes de personnel? Est-ce que vous rencontrez des difficultés pour attirer, pour garder? Tiens, François Pégnès, allez-y, justement, parce que je ne sais pas que vous êtes fait figure de senior à cette âme. Enfin, vous avez une longue expérience en tout cas. C'est bien de vous entendre. Oui, quand on est le seul retraité du tour de table, effectivement, on est le plus senior. C'est classique. Bonjour à tous et à toutes. De quoi avons-nous besoin dans la supply chain aujourd'hui? Je pense que c'est un lieu commun et clair pour tout le monde qu'il y a pénurie de ressources et que les ressources sont, un, difficiles à attraper et deux, difficiles à retenir. Et je pense que pour réussir à les retenir, il faut apprendre à les développer, à développer leurs talents au sens plus des savoir-faire, des comportements, des attitudes et des apports de chacun plutôt que talent au sens des meilleurs sur des critères qui sont parfois subjectifs. Pardon, je vous interromps, François. Le mot talent, en fait, j'utilise comme ça. Est-ce que c'est clair aux yeux de tous? Qu'est-ce qu'on met derrière le mot talent? Alors, qu'est-ce que j'y mets moi et mes collègues compléteront évidemment. J'y mets beaucoup plus les savoir-faire de chacun et même de tous, pour embarquer tout le monde dans une logique de développement, plutôt que l'identification des meilleurs. Voilà. Et dans ce sens-là, le développement des talents va s'intéresser essentiellement à la manière d'accompagner les gens dans leur propre développement, avec une notion très forte que je développe dans mon livre, qui s'inspire du modèle de compagnonnage, qui est la découverte des métiers. Je fais référence au Tour de France des compagnons. On parle beaucoup des compagnons en ce moment avec la réouverture de Notre-Dame qu'on attend tous. L'excellence dans le métier et la transmission qui sont des éléments essentiels. Donc si on réussit dans nos métiers de supply chain à conjuguer ces trois éléments-là qui nous viennent du modèle historique du compagnonnage, alors on a de bons espoirs de pouvoir conserver, développer nos ressources et les accompagner. On continue l'état des lieux, Loïc, Raphaël, Yannick. C'est quoi les grands enjeux du moment, les grandes difficultés du moment, donc dans vos entreprises, quand on parle d'attractivité des talents? Alors, pour moi, le grand enjeu aujourd'hui, c'est la transformation de nos métiers. On a beaucoup parlé ce matin du digital, du big data. Ça nous impacte vraiment de manière extrêmement forte. Et alors certains disent que des métiers vont disparaître. Moi, je veux surtout des métiers aujourd'hui qui se transforment. Et c'est comment accompagner cette transformation. On a monté, nous, un groupe de travail chez Renault pour réfléchir à quels vont être les métiers les plus impactés par cette transformation digitale, par l'arrivée de l'intelligence artificielle, et comment préparer les équipes à cette transformation. On a déjà mis en place des formations, des sensibilisations à la data, à l'IA, mais il faut aller un peu plus loin. Et le gros enjeu pour nous, il est d'abord là-dessus. On va en reparler justement, parce que parfois il y a peut-être un gap entre les âges, mais vous nous direz ce que vous avez fait. Raphaël? Pour moi, les grands enjeux justement d'aujourd'hui, je te rejoins, c'est aussi transformer nos métiers et s'entourer de talents vraiment différents. Il nous faut des jeunes, des moins jeunes, des ingés, des agents de maîtrise, parce qu'il en faut qu'ils fassent de la transmission sur l'historique et il en faut aussi qu'ils amènent de l'énergie sur des nouvelles technologies. Et aujourd'hui, moi en tout cas, je ne vois plus le métier de la supply chain comme uniquement un métier hard skills. On associe vraiment la data, le métier. Alors on n'est pas expert data, mais on a vraiment besoin d'avoir des gens qui ont une appétence. Et la supply chain, c'est aussi une fonction
très transversale, où on a besoin d'avoir des personnes qui comprennent le business, qui comprennent les enjeux. Et donc, on a besoin d'avoir des personnes à la fois analytiques, qui ont des soft skills, qui ont un bon relationnel. Et en gros, l'enjeu, c'est de développer les personnes qu'on a dans nos équipes pour pour avoir toutes ces capacités finalement. Donc voilà, pour moi les enjeux. Yannick Buisson, on va revenir, vous allez redévelopper tout ça, parce que moi ce qui m'intéresse aussi, c'est qu'on raconte aussi qu'est-ce qu'on met dans la marque employeur, hein, voilà, quel récit on fait justement pour attirer. Encore une question pour dresser, faire un état des lieux pour démarrer, Yannick Buisson. Vous rencontrez des difficultés? Est-ce qu'il y a un gap quelque part, un écart important entre l'offre et la demande en termes d'emploi, de postes à pourvoir, par exemple chez FM Logistique? Nous, ce qu'on recherche, vous parliez de talent, ce qu'on recherche, c'est des gens qui ont envie de comprendre, envie de faire, envie d'évoluer et envie de s'adapter. Donc des gens qui ont envie, il y en a plein. Après, il faut montrer ces différences, on y reviendra après. Mais non, le vrai sujet, donc c'est ça, c'est envie, humilité et apprentissage. Et donc ça, c'est là-dessus qu'on essaie de chercher des personnes qui ont ce profil-là. Après, est-ce qu'il y a pénurie ou pas? Sincèrement, bien sûr que c'est pas tous les jours facile, c'est pas facile dans toutes les régions, dans tous les pays, mais jusqu'à présent, on n'a pas de poste où on se dit on trouvera jamais quelqu'un. Et en plus, on verra, il y a des dispositifs de formation qui nous permettent de faire évoluer, et je pense qu'on a tous maintenant conscience qu'on rentre par un job et qu'on va en faire certainement un certain nombre, je sais pas combien, et donc c'est ces talents-là qu'il faut trouver. Alors justement, tiens Loïc, je voudrais qu'on rebondisse sur ce que disait très justement il y a un instant Raphaël, qui nous disait quelque part, finalement, la supply chain, c'est une fonction qui est au milieu d'autres métiers quelque part, qui est en interface avec tous les métiers de l'entreprise. Ça doit intervenir dans le récit de la marque employeur pour dire à un jeune, une jeune, ou peu importe l'âge, hein, peu importe le sexe et l'âge, de dire, finalement, regarde, tu seras au milieu de tous. Et quelque part, c'est hyper valorisant. Alors, c'est clair que moi, ça fait bientôt 30 ans que je suis chez Renault. Je suis arrivé à la supply chain il y a 4 ans. Et c'est ce qui m'a le plus étonné, c'est que c'est un métier qui est extrêmement systémique. On travaille avec tous les métiers de l'entreprise, avec les achats, avec l'industrie, avec l'ingénierie. Et du coup, ça nous permet aussi de gérer des parcours de carrière au sein de l'entreprise très divers. Et on peut attirer des gens qui viennent à la fois d'écoles d'ingénieurs, mais aussi d'écoles de commerce, d'universités. Et ça, c'est une richesse que moi, je ne connaissais pas dans les métiers que j'ai accompagnés précédemment dans l'entreprise. Et du coup, on peut le raconter aussi à des jeunes. Là, les jeunes qu'on a rentrés ces dernières années, souvent, c'est ça qui les intéresse aussi. On est une petite direction à l'échelle de Renault, mais finalement, il y a des enjeux dans ces interfaces avec les autres métiers qui sont extrêmement importants. Ouais. On voit, Raphaël, clairement ce que dit Loïc, quelque part, les décisions de la supply chain, elles impactent l'ensemble de l'entreprise, hein, bien entendu. C'est un poste stratégique. On n'imaginait pas forcément avant, clairement. Et ça, il faut le raconter, et ça permet d'attirer. Oui, exactement. En effet, c'est un poste super stratégique. On est au cœur de la stratégie de l'entreprise. On lead les processus S&OP notamment. Et aujourd'hui, en tout cas, moi, à la direction supply chain, pour animer mes équipes et avant d'être attractif, travailler sur le développement et la rétention de des collaborateurs que j'ai dans l'équipe, c'est vraiment leur donner cette vision stratégique, leur donner du sens. Je me considère comme plutôt jeune directrice et en fait, je suis assez consciente du gap générationnel qu'on a à gérer aujourd'hui, avec des jeunes qui arrivent dans le monde du travail, qui ont besoin de sens, qui ont besoin de considération, de sentir qu'on les développe. Et on a de la chance, en tout cas en supply chain, d'avoir une vision business, opération, marketing. On a vraiment la vision sur toute la stratégie de l'entreprise et c'est super riche pour attirer, pour retenir et pour développer. Ça veut dire quoi, Raphaël, concrètement, donner du sens? C'est-à-dire comment est-ce qu'on embarque les collaborateurs dès le début, on leur met en perspective justement des progressions, le fait qu'ils vont toucher un petit peu à tout quelque part, qu'ils vont pouvoir proposer des projets d'innovation. On parlait d'hyper-innovation ce matin avec Philippe de Sertine. Et là, vous êtes au cœur de tout ça. Oui, exactement. Du coup, moi, concrètement, dans l'équipe, j'ai à cœur de vraiment upskiller toutes les personnes de l'équipe, qu'elles soient jeunes, moins jeunes, sur notamment les sujets de data digitalisation.
Et donc, tout le monde, dans l'équipe, on a un écosystème où tout le monde est capable et a la possibilité de proposer des idées. Mais pour ça, il faut que les gens soient formés ou au moins n'aient pas peur de la donnée, n'aient pas peur de la digitalisation. Et donc, on a monté une petite académie de data upskilling sur le modèle des médailles de l'école de ski français, donc des sifflottes à la 3e étoile, où on va aller travailler avec les équipes, avec des use cases métiers supply chain Garlin, des sujets qui vont des outils de productivité ou des outils juste d'analyse, donc du Excel avec des simples recherches V pour les sifflottes, au modèle builder Power BI pour les 3e étoiles Data Ninja, on appelle ça comme ça. Et en fait, on a un système où les 3e étoiles vont former les sifflottes sur des use cases métiers. Et on n'avait surtout pas envie que ça devienne une compétition ou quelque chose qui puisse faire peur. Et ça n'a pas du tout été ça, parce qu'on l'a vraiment amené de manière ludique. Et donc aujourd'hui, concrètement, c'est un exemple que j'ai pour upskiller les équipes et donner envie aux jeunes d'apprendre et aux moins jeunes, moins experts, de dédramatiser en tout cas tout ce qui est sujet à la donnée. Oui, et je continue, je vous en donne la parole dans un instant, François, mais c'est vrai, Yannick, dans la lignée de ce que nous disait Raphaël, avec cette espèce de, d'académie, d'école interne, je ne sais pas comment l'appeler exactement, vous avez mis en place la Young Graduate Promotion avec une dizaine de jeunes. Qu'est-ce que c'est ? On a plusieurs programmes. Nous, notre sujet, déjà le premier sujet, c'est de faire connaître ce que c'est que les métiers de la supply. Je paraphrase mon chef, c'est toujours important pour sa carrière. On dit toujours qu'on est la main invisible qui rend possible les choses. À force d'être invisible, c'est un sujet. Donc ça veut dire qu'il y a déjà un premier sujet qui est comment on rend visible. Personne ne se rend compte de la complexité qu'il y a à retrouver sa boîte de conserve dans le rayon quand on passe devant. C'est quoi, ça serait quoi rendre visible ? Communiquer davantage, investir davantage les écoles, c'est quoi ? Ça fait partie, donc pour répondre précisément à la question, tout le sujet c'est effectivement aller dans des écoles, participer à des projets, expliquer à quoi sert la supply chain, peut-être imager quand il n'y a pas de supply chain, il se passe quoi, pour se rendre compte finalement de la valeur qui est amenée. Et puis ensuite, c'est attirer des jeunes pour travailler sur des projets concrets. Et donc c'est vrai, dans ce cadre-là, dans nos entreprises, nous, on a des programmes de graduates à arriver à capter des jeunes. On dit toujours la supply, parfois on y tombe par défaut, puis après on quitte plus. Donc le sujet, c'est d'arriver à faire arriver les gens dans la supply. Et donc, le graduate, c'est des jeunes diplômés à qui on va proposer un parcours, 6 mois sur une fonction, 6 mois à l'international, 6 mois sur un poste opérationnel ou fonctionnel. Enfin voilà, en 18 mois. 18 mois, d'accord. Et ça, je pense que c'est, au regard de ce qu'on disait tout à l'heure et de la brillante introduction du président, le président est toujours brillant. Bien sûr. Les choses vont beaucoup plus vite. Aujourd'hui, proposer à un jeune un parcours de 5 ans avant de lui donner des responsabilités, c'est bon, au bout de 6 mois, on les a perdus. Donc, il faut qu'on arrive à s'adapter à cette vitesse, à les faire grandir et bouger rapidement. François, quelle image la profession doit-elle donner ? Quelle image avez-vous envie de donner, justement, de montrer ? Je pense une image d'accompagnement et de transmission. Alors, je vais reprendre des choses qui ont déjà été dites. Et on revient sur le compagnonnage, cher au cœur de votre livre, Compagnon. Compagnie. Mais qui est une valeur fondamentale, la transmission. La transmission sur le terrain, la transmission au contact des sachants, ce sont des éléments essentiels et pas seulement les formations. On peut tous donner des formations aux personnes de nos équipes. Est-ce que ce sera suffisant pour les accompagner vraiment dans une logique de développement différenciante ? Je n'en suis pas sûr. Moi, je vais prendre quelques exemples. Dans l'entreprise que j'ai quittée il y a 1 an et demi, on avait mis en place une identification des sujets complexes. Et sur les sujets complexes de la supply chain, je vais en citer 1 ou 2 tout à l'heure, on avait mis systématiquement ou des binômes ou des équipes qui travaillaient ensemble pour éviter que des personnes se retrouvent seules face à un sujet qu'elles avaient peur de maîtriser ou qu'elles ne maîtrisaient pas techniquement, ou sur le plan de leur environnement ou sur le plan de la relation avec d'autres acteurs. Un exemple, dans l'industrie des biens de consommation, qui était une des divisions de notre groupe, Orano pour ne pas le citer, l'ordonnancement de production est un sujet complexe. On a beaucoup d'ordres de production, beaucoup d'opérations, des gammes qui sont extrêmement complexes. Et l'ordonnancement fait appel à des outils qui sont multiples en termes de logique de paramétrage et très difficiles techniquement à appréhender. Le fait de faire travailler des binômes, et en particulier
pour rebondir sur ce que disait Raphaël, des binômes de sachants plus expérimentés avec des jeunes plus aguerris à des technologies un peu plus récentes et à de la manipulation de données lourdes, a créé une dynamique sur ces sujets-là extraordinaire. Et je pense qu'on peut tous faire l'effort dans nos sociétés d'identifier ces sujets un peu complexes pour renforcer les équipes. Alors ça peut être parfois vu comme étant contre-productif parce qu'on va mettre plus de monde pour faire une tâche qu'on imaginait pouvoir faire par quelqu'un de seul, mais c'est extrêmement productif au final et extrêmement enrichissant sur le plan du développement humain. On a évoqué avec vous que mettre dans la marque employeur, quel récit faire, quelle histoire raconter. Est-ce qu'il y a un sujet aussi autour de la rémunération dans vos métiers qui prend la parole? Allez-y Loïc. Ça dépend beaucoup des entreprises. Quand on est dans un grand groupe, il y a une politique groupe qui n'est pas forcément différenciée par métier, même si moi j'essaye de négocier que sur certains postes un peu clés, on puisse avoir éventuellement un peu de budget complémentaire, mais on est souvent beaucoup plus contraint par le cadre. Et moi, j'ai été obligé d'intervenir à un moment. Quand je suis arrivé, j'avais 4 démissions par mois. C'était juste après la période du Covid. Aujourd'hui, ça s'est quand même beaucoup calmé. Et quand on discute d'ailleurs avec les cabinets de recrutement, le marché est un peu plus calme. J'ai eu 3 démissions sur l'année. Mais voilà, le sujet rémunération était quand même au cœur donc ça m'a permis d'alerter moi la direction des ressources humaines corporate en disant attention, moi j'ai un petit sujet quand même sur certaines populations, plutôt les 35 ans, voilà, qui disaient ça y est, maintenant je vais un peu faire un tour ailleurs. Yannick, au niveau de la rémunération? De toute façon, il y a un marché, donc après, soit on se dit on est dans le marché ou on n'est pas dans le marché. Donc la rémunération devient un sujet quand ce qu'on fait n'est pas intéressant. Donc faut déjà travailler sur la partie comment on donne de l'intérêt. Et ensuite, faut être dans le marché. Donc, bien sûr que c'est un sujet, et surtout qu'il y a des fonctions qui émergent très vite. Je sais pas, je prends au hasard, sans faire de pub, vous êtes ingé fonctionnel sur Workday, tout le monde a déployé Workday sur les 5 dernières années, vous avez fait x3 en salaire. Bon, donc c'est plus ça qui est compliqué, c'est croissance ultra rapide de salaire. Puis après, c'est des fonctions qui sont peut-être moins populaires. Et puis après, il y en a une autre. Bon, donc, mais au final, il y a un marché. On est tous dans le même marché. Et puis après, on se bat avec nos atouts. On n'a pas tous les mêmes marques. On n'a pas tous la même taille. Mais on se bat pour les mêmes cadres et les mêmes agents de maîtrise et les mêmes personnes. Métier féminin ou pas, Raphaël? Est-ce que vous arrivez à recruter beaucoup de filles, de femmes dans vos métiers? Métier féminin, pas assez, hein, on peut le voir dans la salle. Mais même si je suis pas du tout pour les filles contre les garçons, les trucs comme ça, c'est plus pas encore assez féminin. La chance qu'on a dans le luxe et la cosmétique, c'est que on a quand même pas mal de femmes. Enfin, moi, dans mon équipe, j'ai plus de 50% de femmes. Et à mes postes de management, on est 50-50. Donc ça, je pense que le secteur, il fait beaucoup. Et après, on le voit déjà dans les écoles d'ingé. En fait, moi, il y a 10 ans, on était 20% de femmes. Maintenant, je pense que c'est 25. C'est moins de 30%. Ouais, c'est toujours moins de 30%. Et donc, forcément, dans des métiers où on cherche des ingénieurs, si de base, dans les formations, on a moins d'un tiers de femmes, on ne va pas avoir à l'issue des pourcentages astronomiques de femmes. Mais en tout cas, pour moi, chez Garlin, il n'y a pas de problème là-dessus. Loïc Lassagne. J'ajouterais que moi, je suis dans une entreprise où le taux d'hommes est assez fort, mais la supply chain a un taux de féminisation beaucoup plus important. Nous, on a 35% de femmes sur l'ensemble des pays en supply chain. Et justement, parce que comme on peut recruter des profils qui viennent pas uniquement d'écoles d'ingénieurs, mais aussi d'écoles de commerce ou d'université, et qu'on a un métier qui, certes, il y a une technicité, mais qui est moins technique qu'un ingénieur de conception automobile, j'arrive, moi, à avoir plus facilement des femmes. Le vrai sujet, après, c'est d'aider les femmes à progresser dans la hiérarchie, parce que si je commence à monter dans les étages, c'est un peu moins vrai, et c'est un combat que j'ai en ce moment, moi, c'est avec quelques personnes qui sont dans la salle aujourd'hui, d'arriver à faire monter des femmes dans les couches hautes de l'organisation. Encore un mot sur l'humain aussi. Je voudrais qu'on souligne aussi la politique que vous menez chez FM Logistique pour intégrer des personnes handicapées, avec un taux assez élevé d'ailleurs par rapport au taux moyen en France. Yannick. Oui, c'est un engagement historique de maintien ou de retour à l'emploi sur les personnes en situation de handicap. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, sur l'ensemble de nos sites et au global, on a un taux de 9,3. On a lancé il y a maintenant 7-8 ans. 9,3, c'est quoi? 3-4 points de plus que la moyenne nationale?
Alors l'obligation légale, c'est En obli- l'obligation légale, c'est 6%, dont 3 obligatoirement sur des ressources internes et 3 qui peuvent être prestées sur des ESAT ou autres structures habilitées. Donc nous, on est à 9,3 en interne. Et il y a 7 ou 8 ans, on a décidé de lancer un réseau d'entreprises adaptées intégrées pour pouvoir faire bénéficier aussi à nos clients dans leur programme de solidarity sourcing, de diversité et ou qui n'avaient pas toutes leurs unités, de pouvoir, via ce service, cumuler des unités. Donc c'est vrai que c'est un non-sujet, et en tout cas, c'est plutôt une belle réussite. Un mot également sur la formation, et c'est vrai que vos métiers changent considérablement, bien entendu, sous le coup évidemment donc, bien, de toutes les nouvelles normes, les préoccupations diverses et variées, environnementales, sociales, etc. Tiens, Loïc, quel regard vous portez sur la qualité de la formation venue donc dans les centres professionnels, dans les écoles justement, quelle passerelle avec les écoles vous entretenez ou faudrait-il entretenir, j'en sais rien, qu'est-ce que vous faites? C'est quoi voilà, comment professionnels et lycées travaillent-ils ensemble? Alors, nous, on a la chance, comme je suis au lab Richesses humaines de France Supply Chain, d'avoir... Avec Françoise Lieur, voilà. Avec Françoise, qui est là, et puis Madeleine qui est là aussi. On a la chance de pouvoir échanger avec des écoles et des universités, et on voit que les programmes s'adaptent aussi aux besoins des entreprises. Mon sujet, c'est plus après la formation continue. On a parlé tout à l'heure du compagnonnage, mais c'est comment s'assurer que nos collaborateurs continuent à progresser. Les métiers, on l'a dit, évoluent de plus en plus vite, les technologies évoluent de plus en plus vite, et comment s'assurer qu'on reste avec un niveau d'employabilité et d'évolution qui permet à chacun de continuer à garder sa place dans l'entreprise. Donc nous, on s'est donné un objectif de 28 heures de formation par personne cette année. On est sur la bonne trajectoire et on travaille avec un réseau d'experts au sein de la supply chain de Renault pour identifier les nouvelles formations qu'il faut qu'on développe en interne et qu'on continue à progresser sur ces sujets. Oui, François, justement, la question de la transmission, notamment, comment est-ce que vous percevez les perspectives d'évolution dans ce secteur? Voilà, il y a des nouveaux métiers qui émergent. Comment est-ce qu'on se forme? Est-ce qu'on transmet le savoir? Oui, il y a plusieurs choses qu'on peut mettre là-dedans. La première qui a été citée, et je la rebondis là-dessus parce qu'elle est essentielle, c'est le rapprochement entre les organismes de formation, les écoles de façon générale, qui sont talentueuses en France. Je vais citer l'ISLI, par exemple, dont le master est sur le podium mondial des masters en supply chain. C'est quand même une vraie reconnaissance oui, vous pouvez applaudir. Une vraie reconnaissance du savoir-faire français, je pense, en matière de formation en supply chain, mais rapprocher des entreprises, créer des sujets communs, créer des sujets de travail, de stage, de développement, d'alternance communs, pour que nos alternants, quand on les reçoit dans les entreprises, aient des vrais sujets de développement, et pas seulement parfois, comme c'est le cas, des sujets opérationnels à traiter pour boucher un peu les trous. Ça arrive dans certaines entreprises, malheureusement. Ça, c'est le premier point. Et le cursus de formation externe, complété par un cursus de formation interne, personnalisé aux problématiques de l'entreprise ou du métier, décliné sur les spécificités de l'entreprise, ça, c'est un point très important. Parce que ça crée une relation entre des sachants et des opérationnels qui se sentent un petit peu en déficience sur certains sujets. Ça leur permet de grandir, ça leur permet de se créer un réseau interne à l'entreprise et de se développer à travers ce réseau interne et donc d'adresser cette fameuse transmission qui m'est chère, mais je pense qu'il nous est tous cher parce qu'on vit en supply chain un métier de transmission de savoir. Bien sûr. On ne vit qu'à travers ça, pas autrement. La technologie, la décarbonation, en quoi ces nouvelles préoccupations influencent-elles les compétences recherchées justement chez les jeunes professionnels, enfin jeunes ou moins jeunes là encore, du secteur? Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Est-ce que déjà vous arrivez à attirer peut-être plus facilement en disant regardez comme nous, les professionnels de la supply chain, on est engagé vers cette fameuse supply chain frugale, désirable, une supply chain également plus humaine. Est-ce que ça sont des facteurs qui permettent d'attirer plus facilement? Bien, Raphaël, dites-moi. Oui, complètement. Alors déjà, c'est au cœur de nos enjeux supply chain. Tout ce qui est émissions de carbone, cycle de vie du produit, réduire les destructions, etc. Et donc nous, on a réussi 2 années de suite à attirer des groupes d'étudiants de Centrale Supélec en projet de fin d'études sur des sujets justement améliorer l'empreinte carbone, voilà. Et on a transformé ça par des recrutements. Donc en fait, ça c'est vraiment super, c'est vraiment des sujets qui attirent
les plus jeunes et qui attire aussi ceux qui sont déjà dans l'équipe. Et du coup, il faut vraiment pousser là-dessus. Enfin, on en parlait ce matin de la supply chain circulaire, mais c'est vraiment l'avenir. Enfin, on y est déjà, mais c'est aussi des enjeux sur lesquels il faut pousser. Donc, ouais. Loïc Lassagne, Renaud. On l'a entendu ce matin aussi à la table ronde sur la circularité. Un étudiant qui a le choix entre deux entreprises, une qui manifeste vraiment quelque chose sur des efforts faits sur le CO2 par rapport à une autre, a plus de chances d'attirer le candidat. Et ça, on le voit vraiment dans les entretiens. Oui, on parle du CO2. Quand on parle d'intelligence artificielle, de tech, est-ce que parfois, et c'est la question que j'abordais et j'y reviens tout à l'heure, un gap entre générations, vous le sentez ou pas, à l'intérieur des entreprises, entre ceux qui sont totalement baignés dans le digital, dans l'intelligence artificielle, là, qui arrive, en tout cas la générative depuis 2 ans, puis les autres qui sont un petit peu paumés, je sais pas, Loïc. L'enjeu, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur la transformation des métiers. Pour nous, c'est de faire en sorte que tout le monde ait une sensibilisation à ces sujets de data et d'IA, comprenne surtout ce que c'est pour essayer d'enlever la peur qu'il y a derrière ces termes-là. Et du coup, on a mis en place, nous, tout un parcours, alors un peu comme celui qu'expliquait Raphaël tout à l'heure. Nous, c'est des petites pastilles avec, vous, c'est avec des pastilles, Mario, elles sont des étoiles. Voilà, qu'on met sur son PC. Mais en tout cas, on veut que l'ensemble des collaborateurs soient informés sur la data, puis sensibilisés à l'IA. On a formé aussi des skippers IA qui vont accompagner les équipes. Et puis, un gros enjeu surtout, c'est que moi, quand je suis arrivé, on avait recruté des jeunes sur le digital et l'IA qui partaient parce que c'est une population qui est assez volatile et qui change de société assez rapidement. Et du coup, on a proposé à des gens du métier, là pour le coup plus seniors, qui avaient exprimé un goût pour la data, et on leur a offert une formation certifiante. Et de fait, c'est des gens du coup qui à la fois font l'aller-retour entre leurs compétences métiers, ce qu'ils ont appris au cours de leur carrière, ce qu'ils ont appris dans cette formation certifiante, et aujourd'hui ils sont toujours là. C'est pas des gens qui vont, il y a une certaine fidélité à l'entreprise qui fait qu'on les a toujours dans l'équipe. C'est vrai, François, le processus il est de plus en plus digitalisé. Il est de plus en plus digitalisé, il sera probablement de plus en plus, avec, j'espère, de plus en plus de discrimination dans la data, de manière à aller chercher ce qui est vraiment utile à prendre des décisions et à faire avancer des process. Et la première clé, tu l'as dit, c'est une clé de passer par le métier pour aller vers la data. Moi, je crois beaucoup à cette solution-là en termes de progression des sujets de transformation digitale. La deuxième, c'est rassurer. Parce qu'il y a quand même une bonne partie de la population qui craint l'IA comme étant une dénaturation du métier ou voire une substitution à leur rôle. Donc rassurer en expliquant ce en quoi les outils d'intelligence artificielle peuvent transformer leur métier, mais avec valeur ajoutée pour eux, autant qu'avec valeur ajoutée pour l'entreprise. Raphaël, vous vouliez rajouter un mot juste derrière Oui, je voulais aussi rajouter que c'est pas les jeunes qui ont de l'appétence pour l'intelligence artificielle. Enfin, il y a des jeunes qui n'en ont pas et il y a des moins jeunes qui en ont. Et en fait, il faut vraiment aussi déconstruire les croyances limitantes qu'il peut y avoir dans les équipes sur le fait que tout le monde est capable de s'auto-former, de se former, d'apprendre. Et nous, c'est vraiment ce qu'on essaie de faire, en tout cas. Et moi-même, il y a 5 ans, j'y connaissais beaucoup moins qu'aujourd'hui. Et on parle beaucoup de formation, de partenariat avec les écoles, mais il faut aussi, à mon sens, pousser beaucoup l'auto-formation. En fait, il y a beaucoup de choses qui existent sur des plateformes gratuites. Et il faut vraiment encourager et montrer aussi par l'exemple le fait qu'on peut s'auto-former, suivre des tutos sur YouTube, voilà, et le faire ensemble en entreprise sur des use cases métiers. Et ça, c'est pas quelque chose, je trouve, qui est très démocratisé aujourd'hui. On dit beaucoup, les RH, on n'a pas assez de formation, il n'y a pas assez de budget, mais on n'a pas besoin d'attendre les RH. Qu'est-ce qu'il faut? C'est quoi? Qu'est-ce qui manque? Moi, je le vis par l'exemple, mais c'est le montrer. En fait, moi, c'est ce que je fais, c'est ce que mes managers font, c'est ce qu'on en parle en point équipe. Enfin, c'est vraiment le montrer et sur un sujet particulier, prendre une personne avec soi et dire voilà comment j'aurais fait. Regarde, il y a un tuto sur YouTube, je t'envoie un lien. Enfin, c'est vraiment partager et tous se tirer vers le haut sur ces sujets-là. Yannick Buisson, FM Logistique. Non, moi, je crois que c'est les organisations qui s'autolimitent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous regardez sur votre téléphone, vous avez votre appli Amélie, vous avez votre truc d'impôt parce qu'il faut les déclarer, vous avez votre banque parce que vous n'avez pas le choix, sinon vous payez je ne sais pas combien pour faire un retrait. Donc, l'ensemble de nos équipes, elles sont digitales. Je veux dire, dans le transport et la logistique, ça fait des années qu'on scanne, qu'il y a des codes barres. Après, bien sûr, il y a des trucs plus évolués, mais je crois que c'est les organisations qui se racontent des trucs pour se dire non, les plus anciens, etc. C'est pas vrai. Aujourd'hui, dans la vie courante, si vous n'êtes pas digital, de toute manière, 3/4 des choses, vous ne pouvez plus faire.
Donc il faut arrêter de s'auto-limiter et il faut surtout passer du temps à regarder comment on transforme nos process. Et nos équipes, quelles qu'elles soient, quel que soit leur âge, si on leur enlève les fameux bullshit jobs, elles sont super contentes. Ouais. C'est une population très sensible. Quand on parle de digital, quand on parle d'environnement, de décarbonation, Loïc, voilà, c'est une façon aussi de continuer de raconter cette histoire de la supply chain. Oui, puis pour moi le plus important, c'est de montrer et d'expliquer aux gens les enjeux du métier de la supply chain. La position de la supply chain dans l'entreprise, on l'a dit tout à l'heure, hein, elle est extrêmement stratégique. Et c'est aussi un travail qu'on fait côté Lab Jeune de France Supply Chain. Hein. Les jeunes nous aident à montrer une image différente à travers une BD, des podcasts. Je vous invite à aller sur la page Instagram du Lab Jeune. Il y a plein de choses qu'ils font pour montrer aux jeunes qui sont transformants de chercher leur voie professionnelle, qui ont besoin de s'inscrire dans Parcoursup, hein, ça va être bientôt l'ouverture, que le métier de la supply chain qui est pas suffisamment connu, c'est un métier qui vaut vraiment le coup. Ouais. De quelle manière la jeunesse va contribuer à écrire la suite de l'histoire de la supply chain, longue histoire de la supply chain, et je ne parle pas uniquement de l'association de référence dont vous êtes ici les invités, les membres France Supply Chain qui a 52 ans, je crois, quelque chose comme ça, c'est ça Valérie? Ouais, c'est ça, Aslog, puis France Supply Chain. Ça va être quoi la suite de l'histoire? Il y a une nouvelle page qui s'ouvre dans vos métiers. Allez, un mot chacun avant de rejoindre un invité exceptionnel. Loïc Lassagne. Bon, moi, je reste quand même sur les enjeux du digital aujourd'hui. Le CO2 dans l'automobile, la supply chain ne passe pas finalement si lourd que ça. Donc, même s'il faut qu'on travaille et qu'on a besoin de décarboner la supply chain, il y a des enjeux, il faut qu'on en parle, mais il faut surtout qu'on travaille sur le digital aujourd'hui. Bien sûr. Et puis qu'on se rapproche du client final. Raphaël Desindes, Guerlain. Moi, je dirais data digital, forcément, empreinte carbone et agilité. Agilité. Bien sûr, bien sûr. François Péniès. Moi, je pense qu'il faut inscrire un peu plus le développement humain dans la feuille de route des managers. Je voudrais citer juste rapidement Theodore Roosevelt qui disait « Un bon manager, c'est quelqu'un qui sait développer les talents pour faire les choses et qui sait réfréner son envie de s'en mêler pendant qu'ils les font. » Le job de manager est en train de changer aussi beaucoup. Il faut l'accompagner. On parlait de l'accompagnement des collaborateurs, mais le job de manager... Le job de manager change, oui. Il change de façon forte. Yannick Buisson, ça sera le mot de la fin, je crois. Je sais pas, je crois que les enjeux, c'est de faire déjà, plutôt que de raconter, et de laisser faire, et de permettre de faire. Et on peut tous faire des choses, sur tous les sujets dont on a vu ce matin. CSRD, développement durable, technologie, digital. Donc je pense qu'on est tous là pour laisser faire et aider à faire. Et on va voir qu'il y a plein de talents. Merci à tous les quatre. On les applaudit.